Bonjour à tout le monde. On redémarre cette cinquième saison avec Edgar Droyer que vous avez là à l'écran. C'est une des très rares photos qu'on possède de je vais dire de cet Amiénois. Alors Amiénois au sens large de la région d'Amiens, qui va donc nous permettre d'engager non seulement cette rentrée de septembre, mais aussi de faire un tout petit prolongement vers octobre, puisque au départ, bonsoir, bonsoir tout le monde. J'avais envisagé de faire une première réunion avec deux auteurs, lui, Edgar Droyer, et un congénère, Michel Aussard, qui sont nés tous les deux en 1899, qui sont tous les deux donc de la région entre Flixecourt et Doulan, ce qu'on appelle la vallée de la Nièvre. Il y a la Nièvre aussi dans la Somme, hein, il n'y a pas qu'en Bourgogne. Edgar Droyer est né à Saint-Ouen et puis un des affluents de la Nièvre s'appelle la Fief et puis donc Michel Aussard est né à Fief-Montrelet. Et ils ont tous les deux une carrière initiale d'instituteurs. Enfin, en tout cas, ils sont passés par l'école normale. Et puis, il s'avère que j'ai passé tout mon mois d'août à travailler autour de ces deux personnages qui sont méconnus, euh, ou voire pas connus, et puis, hélas, et puis j'ai trouvé énormément d'informations, et puis je me suis attaché à développer un petit peu, et puis nous allons donc passer une heure et demie avec Edgar Droyer. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Edgar Droyer. Euh, Par contre, si je vous montre ce petit bouquin, ça, je pense que ça va vous dire quelque chose à un certain nombre d'habitants de la Somme, à tout le moins. Histoire et de la fleur. Et donc, on y viendra, une partie de son travail en Picard, une grosse partie. Mais donc, Edgar Droyer, je vais vous brosser, ce qui n'est pas toujours l'habitude, son portrait à travers. Alors là, il faut que je récupère ma page. Hop, son portrait à travers sa vie, comme je fais d'habitude, mais une bonne partie sur son œuvre en français. Parce que il y a deux personnages chez lui. Il y a un auteur de français, il y a une vie privée bien sûr, et un auteur de français, puis un auteur de Picard, et les deux axes ne se superposent pratiquement pas et en termes de littérature, n'abordent pas les mêmes choses. Euh, pour faire simple, dans son œuvre en français, il ne parle pas de la fleur, par exemple, alors que dans son œuvre en Picard, il est omniprésent. Alors, sa vie. Edgar Droyer, donc il est né à Saint-Ouen. Saint-Ouen, dans la vallée de la Nièvre, à côté de Flixecourt. La région, à cette époque de 1899, est essentiellement euh, économiquement axée autour du textile. En fait, il naît à Saint-Ouen, pas par hasard. Son père y est receveur des postes. Mais son père n'est pas, ni sa mère d'ailleurs, ne sont pas picards de la Somme, ils sont picards de l'Artois. Ils viennent tous les deux du sud du Pas-de-Calais. Je vais vous donner les noms des villages qui ne sont pas forcément très connus. Mais on est vraiment dans le sud du Pas-de-Calais, dans la région d'Esdin, dans ce secteur-là. Et donc son père, Raymond Louis, il est receveur des postes. Alors il va occuper plusieurs fonctions, hein. Le receveur des postes, on imagine, à la fin du 19e siècle, il est aussi facteur, il va être percepteur, il va être employé pour les assurances sociales. Et puis son père, donc Raymond Droyer, est issu d'une fratrie de sept enfants. Euh, Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a bon, il y a beaucoup d'ascendance, mais il y a aussi de la descendance. Et parce que Edgar Droyer n'a pas de descendance directe. Et son père donc a eu deux fils qui n'ont pas de descendance. Donc il faut remonter plus haut pour avoir des contacts, en particulier avec Michel Labonde, qui est une pharmacienne retraitée qui habite dans le sud de la France et qui m'a donné quelques petits éléments complémentaires aux informations que j'avais. Enfin, quelques éléments, ils ne sont pas spécialement petits. La mère d'Edgar Droyer, elle s'appelle Léontine Marie-Joseph Boitel, et elle vient d'Éclimeux, dans le Pas-de-Calais. C'est là d'ailleurs où sa première femme, hein, je ne sais pas si je vais bien préciser, j'ai dû dire la mère d'Edgar Droyer, c'est pas vrai. La première femme de Raymond Droyer, c'est Marie-Léontine Marie-Joseph Boitel.
Et donc, elle est déclimeux. Ils ont ensemble un fils, Oscar, qui est né en 1892, mais qui va mourir très jeune, en 1911. Il va donc connaître son demi-frère, hein, Edgar. Et le père, donc, se remarie ensuite en 96 à Ligny-Saint-Flochel. Donc, c'est ça qui est tout près de Bailleul-aux-Corneilles. Un beau nom de village, hein, bon, un nom qui sonne bien picard, Bailleul-aux-Corneilles. Et donc le fils, le premier fils, eh bien, il vit avec eux ou avec sa mère, mais sa mère va décéder. Et puis lui, eh bien, donc le père de Raymond Droyard, le père d'Edgar, va arriver en poste, c'est que de le dire, à, à Saint-Ouen. Et c'est là qu'Edgar Droyer naît. Donc, il est le premier et le seul de sa famille à être né dans le Val-de-Nièvre. Alors, quand on parle d'Edgar Droyer dans certains documents qui parlent de lui en tant qu'auteur picard, on le cite souvent comme étant du Val-de-Nièvre. Il a passé toute son enfance là-bas, c'est un fait. Mais en fait, c'est un Amiénois du centre-ville d'Amiens, hein. Il va passer toute sa vie d'adulte à, à Amiens, tout près de la cathédrale. Au moment de son recensement militaire, Edgar, euh, maître, élève pour être maître à l'école normale. Donc, sa vocation, c'est d'être instituteur. Et il a un dossier d'instituteur, hein, qui est référencé. Et puis, né en 1899, il a 15 ans quand la guerre se déclare, la guerre 14, mais il n'échappe pas donc à l'incorporation. Il va se retrouver comme canonnier dans l'artillerie lourde. Il sera nommé caporal et puis, bon, il n'est pas tué à la guerre, hein, apparemment pas blessé. Et puis, donc, il se retire à Saint-Ouen après-guerre. Je pense, je n'aurai pas la preuve qu'il est nommé instituteur dans la région de Flix-Secours. On n'a pas la preuve, mais j'en ai un peu le soupçon. Toujours est-il que très rapidement, après-guerre, son demi-frère est décédé, hein. Après-guerre, eh bien, la famille, le père, la mère et Edgar vont s'installer à Amiens ensemble. Et toute sa vie maintenant va se passer à Amiens. En 1925, il donne des leçons de solfège et de violon. Il est musicien, c'est une importance, parce qu'il a composé quand même pas mal de pièces musicales, de chansons. Euh, il, il fait donc à cette période-là, il est recensé à un moment donné à Flic Secours, donc je pense qu'il peut être en poste d'instituteur, pas trouvé de traces. Et puis, bon, ensuite, il revient très rapidement à Amiens. Et dans les années 30, il vit avec ses parents rue Richard de Fournival. Et à ce moment-là, il ne sera plus instituteur, mais il va être embauché à la préfecture d'Amiens et il sera rédacteur à la préfecture. Et, il a même, j'en reparlerai tout à l'heure, il a il finira sa carrière avec un poste de secrétaire assez important. Euh, à l'entre-deux-guerres, il va faire ses premiers pas. Bon, et à l'entre-deux-guerres, il a une vingtaine d'années, hein, entre 20 et 35 ans. Il fait ses premiers pas en écriture, tant en poésie qu'en prose, en français. Et alors, c'est assez amusant. Il est, il est distingué en 1925 d'un troisième prix de littérature en français au concours du chocolat Toblerone, hein, au niveau national, le chocolat qui existe toujours, hein, chocolat triangulaire, là, section triangulaire. Il y a 1365 participants, hein, il arrive troisième, hein, c'est quand même, voilà, il est quand même bien distingué à ce niveau-là. Donc vous aurez dans le document le palmarès Toblerone de 1925, mais il avait précédemment écrit un premier vaudeville qui s'appelle La pomme de terre en 1923. Et en 1925, il va publier un premier recueil de poésie que lui-même illustre de dessins et qui s'appelle Les Heures provinciales. Alors, ce recueil, bon, je ne le possède pas, mais on peut le consulter très facilement à à la bibliothèque d'Amiens. Et donc, c'est le seul recueil dans lequel il fait deux illustrations, une qui sert pour la couverture, et puis alors que je vais tâcher de vous présenter là. Euh, Hop, il faut que je partage. Voilà, c'est la couverture, c'est comment le fascicule qui est à la bibliothèque d'Amiens.
Et voyez ensuite, bien, donc on a des poèmes qui sont bah, à peu près tous construits sous forme de quatre quatrains, pas tous, mais quand même un peu comme ça. Il peut y en avoir cinq comme ici. Voilà. Et puis tout à la fin du recueil, on a un dernier dessin, voilà, qui est là. Et on voit un personnage assis par terre, apparemment, la tête dans les mains, un dessin moderne, un dessin hein, de facture moderne, et un dessin assez empreint de mélancolie. Et quand on regarde le dessin de couverture qu'on retrouve là, on a aussi ce personnage qui a la tête prise entre les mains, en haut d'une échelle, puis qui a l'air de, je ne sais pas s'il est malheureux, mais en tout cas, il pense. Ces heures provinciales ne sont pas des heures amiénoises. Ce sont des heures plus parisiennes, d'ailleurs, qui regardent la province. C'est en ce sens-là qu'il faut comprendre le titre. Si je vous ai montré ces dessins, c'est parce qu'il résume bien. euh, il est jeune à ce moment-là, hein, on est quand même dans les années 20, hein, il n'a pas 30 ans. 1925, c'est publié. Il résume bien une mélancolie. C'est un terme que je vais sûrement employer. Pas une nostalgie, hein. Vraiment, on sent quelqu'un qui a des idées, pas forcément sombres, mais pas forcément gaies. Un recueil dont je parlerai tout à l'heure commence par l'automne. Souvent, quand on parle des quatre saisons, on va plutôt pas commencer par le printemps et puis finir l'hiver. Lui, il commence par l'automne, qui est quand même là, le moment dans lequel on est rentré là, depuis 2 jours, qui est un moment un peu mélancolique aussi. Donc, dans ces heures sentimentales, là, provinciales du moins, il y a des poèmes sentimentaux. Il parle des animaux. Il y a des poèmes sur des animaux. Enfin, c'est assez surprenant à lire. Il fait référence à des auteurs qu'on connaît bien, qui peuvent être Lamartine, qui peuvent être Baudelaire, Verlaine. Ça peut être aussi Dada dans un domaine artistique. Ça peut être Debussy dans la musique. Donc, ça, sans être éclectique, c'est quelqu'un qui est de son temps, hein. Les gens que je viens de parler, là, ils sont autour de son époque. Un de ses textes qui est dedans, un seul, est daté de 1922. Hein, il a 23 ans à Mers-les-Bains. Et il va évoquer des technologies du moment. Alors, la TSF, les PTT, bon, ça, il est né dans les PTT. Et puis, le jazz. La musique de jazz, Paris, le surréalisme. Voilà. Et donc, c'est en fait, on sent une inspiration vraiment plongée dans son époque, mais toujours avec une espèce de mélancolie, notamment vis-à-vis de la gente féminine. Alors, c'est en filigrane, mais bon, dans un de ces bouquins, j'en reparlerai tout à l'heure, c'est assez flagrant. Mais jamais dans ce bouquin-là, il ne parlera du Val-de-Nièvre ou bien d'Amiens, de la condition ouvrière ou de la cathédrale ou de choses comme ça. C'est vraiment le mot province vu depuis Paris et pas depuis le haut de la Tour Eiffel. C'est plutôt le quartier nord de Paris. Euh, on est toujours dans les années 20. En 1927, il va être lauréat du concours, second concours de l'Almanach du Hérisson. Alors, j'ai là un des exemplaires. Bon, je n'ai pas sorti le 1927, ça n'a pas grand intérêt, puisque dedans, il y a que la mention de son nom. Voilà, c'est toujours le même problème d'honnêteté. Donc, l'Almanach Picard du Hérisson sont des almanachs qui sont faits par la librairie Caron, sont très copieux. C'est bourré de Picard, hein. Si vous trouvez ces trucs-là, faut vous les procurer à vil prix, c'est encore mieux, mais c'est bourré de Picard. C'est plein d'auteurs qui sont pas du tout méconnus, hein. On va retrouver Charles Caron, on va retrouver des gens dont je vous ai déjà parlé, puis d'autres, je n'ai pas encore eu l'occasion. Et donc, c'est là où il va commencer à faire publier soit du français, soit du Picard. Et donc, il est lauréat à nouveau d'un concours. Donc, il a le troisième prix en section français et une mention pour la section Picard. Et plus tard, dans un autre recueil qui s'appelle Paysages amiénois, Pierre Dubois va faire c'est dans ce bouquin-là, je vais en parler tout de suite, il va faire dans son introduction la remarque comme quoi eh bien, c'est à partir des années 25-27 que Edgar Droyer commence à être connu et reconnu. Dans cette période, deuxième partie des années 20, il a une correspondance avec un poète dramaturge d'ampleur nationale, Georges de Portoriche,
qui est quelqu'un qui va décéder en 1930, qui est né en 1849, qui a été un très proche des communards de 1870-71. Et donc qui est classé sur un échiquier politique à gauche, hein, avec les vocabulaires d'aujourd'hui. Et puis, ils ont une petite correspondance qui est gardée à la BNF, que je n'ai pas lue. Mais manifestement, euh, euh, Edgar Droyer fréquente Paris et il cherche à fréquenter des hommes de lettres, hommes ou femmes, plutôt des hommes à cette époque-là. Et puis, il cherche à être édité. Et donc, je pense qu'il peut avoir une correspondance entre guillemets intéressée pour se faire connaître ou avoir des recommandations. Georges de Portoriche, c'est un Bordelais, il vit à Paris et il est enterré à Varangeville-sur-Mer, tout près de Dieppe, là, dans un cimetière de poètes et de peintres. En 1927, on sait qu'il a écrit une chanson qui s'appelle Au Maximum, qui est toujours en français. Et puis en 27, là, se publie donc là les paysages amiénois. Donc vous voyez là, cette fois-ci, c'est affirmé en tant que tel. Là, on est à Amiens. Ce recueil de poésie donc est illustré par Pierre Ringard, un nom très important. C'est un peintre, c'est quelqu'un, Ringard, dont on retrouve la signature dans d'innombrables dessins. C'est dans tous les almanachs, un peu partout. Enfin, on reconnaît très vite son trait. C'est un peintre, c'est quelqu'un qui a fréquenté les beaux-arts, hein. Je veux dire, c'est pas des dessinateurs de coin de table ou de comptoir. Donc, c'est quelqu'un qui est euh, connu sur la place amiénoise. Et puis, les éditions sont faites par donc les éditions Ringard et Normand. Normand, c'est René Normand. Et donc, tout ça, tous ces gens-là font partie du cercle Rosati, du cercle donc littéraire et culturel amiénois de l'entre-deux-guerres et d'avant la Première Guerre et un petit peu après la Deuxième. Hein, dans lequel il y avait Charles Caron, dont je vous ai parlé il y a quelques paquets de mois maintenant. Donc ce recueil de poésie, où là, vraiment, là, on est à Amiens. Et puis, il a une présentation. Bon, je prends vraiment au hasard. Voilà, donc là, on a le poème, hop, qui est de ce côté-ci. Donc là, un sonnet. Et puis, une illustration avec la cathédrale d'Amiens, là derrière, avec la signature de Ringard. Et cette présentation, en fait, c'est une présentation que Droyer va conserver ou que ses illustrateurs vont conserver pour ses publications ultérieures de poésie, hein. Voilà, on a des choses comme ça. Donc avec un dessin assez, assez dépouillé de Ringard au trait. euh, et puis des situations, il y a des noms de commerces amiénois qui sont cités, enfin il y a un certain nombre de choses, mais tout ça c'est en français, hein, c'est en français. L'arrivée du tramway, enfin de tout ce qui fait la vie amiénoise. Donc là, on est à la fin des années 20. En 1928, il fait à nouveau preuve d'auteur de théâtre avec une pièce qui s'appelle L'amour brûlé. Et en 1933, il fait publier à Amiens, toujours, aux éditions Romo, qui se situent dans la même rue où là où il habite, 13 poèmes des quatrains qu'il intitule Vers pour mode, M-A-U-D. Alors, les vers pour mode sont assez originaux, dans le sens où le mode suppose que c'est une dame, hein. Ça, ça semble assez logique. Mode n'est pas cité dans le recueil. Et voilà, je vous passe la couverture de Vers pour Mode. Donc voilà, c'est aussi l'exemplaire qui est à la bibliothèque d'Amiens. Euh, et donc, on a ces différents poèmes, sonnets, qui sont là. Et puis, alors là, c'est là où il y a euh, le dernier qui s'appelle PPC. Et donc, c'est un peu une histoire d'amour alors d'amour peut-être au pluriel, mais enfin, ce sont des histoires sentimentales qui sont développées dans les poèmes qui précèdent le dernier, là, les 12 premiers. Et puis, à la fin, donc il s'adresse au singulier.
Vous désirez, belle imprudente, d'un cri sincère être touchée, eh bien voici, soyez contente, je ne vous ai jamais aimé. Ce qui est assez surprenant en fin de compte. Enfin, je dois dire que j'ai lu les poèmes dans l'ordre sans savoir vers quoi je m'engageais. On arrive à la fin, mais il y a des choses ouais, qui sont sans être guillerette. Enfin voilà, les sentiments sont exposés, on se rencontre, on flirte, voilà, il y a des choses comme ça. Puis à la fin, je vous ai jamais aimé. Bon, le rapport aux femmes est quand même euh, est quand même particulier. Comment Edgar Droyat ne se mariera pas. On ne lui connaît, enfin, je ne connais pas de relation suivie. Voilà, il n'est pas mentionné que, par exemple, il habite avec une femme dans un recensement, par exemple, et puis bon, il reste avec sa mère ensuite. Voilà, il s'est enterré avec ses parents, donc il n'y a vraiment pas de relation suivie à ce niveau-là. Bon, c'est sa vie, hein. Mais il y a toujours cette part de mélancolie, même dans les relations sentimentales envers les femmes. En 1938, alors là, c'est assez intéressant parce qu'on avait jusqu'alors que la mention d'une pièce de théâtre qui est intitulée Le tourment de vivre. Vous voyez, le titre, hein, Le tourment de vivre, hein, c'est la difficulté de vivre. Donc là, j'ai retrouvé très très récemment un programme, le programme de la représentation de création du Tourment de Vivre. Ça se passe à Amiens, on est donc juste avant-guerre, on ne sait pas encore, mais voilà, 1938. En mai, le 17 mai 38, la pièce donc est créée. Cette pièce est coécrite avec Raoul Wasson. Raoul Wasson, c'est un directeur et auteur, mais directeur d'une compagnie amiénoise qui s'appelle la Jeune Comédie d'Amiens, qui a pour une part ses bases dans le quartier Saint-Roch, le quartier de la famille de Pierre Garnier. C'est pas inintéressant de le mentionner puisque quand Monsieur Wasson aura ses 85 ans, au début des années 70, il est l'aîné d'Edgar Droyer, donc il y aura un hommage qui sera rendu par le père et par le père de Pierre Garnier et lui-même dans la presse. Donc voilà, cette pièce, je ne sais pas si elle a un grand avenir devant elle parce que la guerre va arriver, mais elle a un gros succès et elle est jouée ensuite à Cailleuse-sur-Mer dans la foulée au mois de juin 1938. Et puis en 1939, il fait publier, alors là c'est à compte d'auteur, hein, c'est rue Richard de Fournival, c'est à son adresse, donc un nouveau un nouveau recueil de poèmes qui s'appelle Radio Cœur 39. Il y a du sentiment encore, hein, Radio Cœur, hein, la radio du cœur. Hein, et dedans, là aussi, apparaissent du vocabulaire anglais, hein, des anglicismes, si vous voulez, le jazz, voilà, c'est le mot fading qui arrive dedans. Il y a des choses comme ça. Rien de Picard, rien pas un mot de Picard, hein, vraiment pas, même pas un soupçon. Et puis, donc, c'est son univers à lui, qui est donc avec là aussi, à nouveau, de la nostalgie, et pas spécialement axé sur la radio. Bon, j'avance un petit peu. Et puis, ben, 1939, la guerre est déclarée. Il a bah, précisément 40 ans, donc il est mobilisé. Il est rappelé à l'activité le 26 août 39 et il est nommé infirmier bah, ici, hein, j'habite à côté d'Abbeville, à l'hôpital complémentaire d'Abbeville. C'est là qu'il va passer, entre guillemets, la trolle de guerre, puisque là, il n'est pas sur la ligne Maginot. Mais ben, dès que la Blitzkrieg se déclenche. Le 21 mai 1940, hein, c'est quand De Gaulle défend les monts Caubert qui sont juste là, à côté de ma fenêtre, sur Abbeville, avec Guderian en face. Et bien, le 21 mai 40, Edgar Droyer est fait prisonnier de guerre et il va être interné en Allemagne, enfin à la frontière polonaise, au Stalag 2B, le camp de prisonniers donc de Hammerstein. Alors là, c'est assez étonnant,
c'est que ce camp de prisonniers est absolument pas inconnu, alors notamment des amateurs de bande dessinée, parce que Tardy a réalisé une série de 3 BD sur le Stalag 2B, là où était son père. Donc là, c'est sur l'image, là, c'est le père de Tardy, et là, c'est Tardy qui tient la main de son père. C'est une bande dessinée dans laquelle il demande à son père de lui raconter son parcours. Ça, c'est un vrai travail littéraire qui a été fait par Tardy à ce niveau-là. Mais c'est ce stalag-là dans lequel était enfermé Edgar Droyer. Cette période de la Deuxième Guerre, alors je vais vous passer la photo d'Edgar Droyer, prisonnier de guerre. Il faut que j'agrandisse un peu ce bazar-là. C'est le document que vous aurez, hein. Je vais vous montrer déjà les choses dont je vous ai parlé. Parce que à ce niveau-là, vous avez la poste où le père d'Edgar Droyer était donc receveur. Vous avez là le palmarès Toblerone, les 2 images que je vous ai présentées, les couvertures, ça c'est quand il est lauréat. Et puis là, vous avez, je pense que je peux l'agrandir un peu, non, je peux pas. On va y arriver. Voilà. Donc là, vous avez avec son matricule 67 537, donc comment Edgar Droyer, prisonnier de guerre, hein, c'est une photo qui a été faite euh, par le service de la Wehrmacht. Euh, cette période de la Deuxième Guerre, euh, je ne sais pas si elle va lui être fatale au sens vraiment brutal du terme, mais en tout cas, elle va lui être absolument délétère pour sa santé. Je vous ai mis un résumé des observations faites par les médecins militaires. En tout cas, il ressort absolument pas indemne de sa période de guerre et de captivité. Il a des lésions nerveuses importantes, euh, des angoisses, des troubles neuropathiques, des insomnies, des palpitations, enfin, etc. Euh, il est vraiment très, très affecté. Et ça va lui valoir d'ailleurs des pensions temporaires puis définitives après-guerre. Euh, pendant ça va orienter aussi la fin de sa vie, hein. Euh, pendant sa période de captivité, il a écrit, vous avez peut-être aperçu une pièce de théâtre qui s'appelle Le rêve du prisonnier. Donc bon, là, je dirais qu'on est dans une situation assez légitime en termes d'inspiration, qui se conclut, c'est en français aussi, qui a été joué avec approbation des autorités allemandes, hein, qui a été joué dans le camp militaire, et qui se conclut avec une berceuse dont il compose la mélodie et les paroles. Donc c'est une petite ritournelle, un petit peu nostalgique là pour le coup, mais bon voilà, dans lequel il s'adresse à son enfant qui est endormi. Voilà, c'est tendre, hein, c'est tendre. Euh, donc ça a été joué et il le fait éditer quand il est libéré, donc probablement dans le cadre du STO, ça j'en suis pas certain non plus. Il est libéré et il fait éditer donc ça à compte d'auteur euh, tout de suite en 1942. Donc pendant la guerre, il va en distribuer quelques exemplaires. Euh, c'est un donc c'est un jalon de plus dans son œuvre en français. Euh, Madame Labonde a retrouvé dans les archives, je pense que c'est de la Croix-Rouge à Genève, une autre berceuse qui s'intitule également Berceuse, vous aurez, avec une ligne mélodique. Mais là, c'est pas lui qui a fait la ligne mélodique, c'est Pierre Ségard. Donc, son inspiration continue. Et puis, euh, on arrive après-guerre. euh, et après-guerre, il va écrire en picard. Il a écrit un petit peu en picard avant, mais il va commencer et on voit en 1944 dans la revue Picardie euh, un texte de lui qui s'appelle Fritz Epilmouk, qui va être donc c'est un petit fascicule, je n'ai pas sorti. C'est un petit fascicule papier très fragile dans lequel il y a beaucoup de folklore, il y a des gens comme Poitou de Brouchy dont je vous ai déjà parlé, il y a Gaston Vasseur dont je vous ai parlé aussi. Enfin, des gens comme ça qui apportent leur contribution, René Normand, voilà. Et donc il a sa place à ce niveau-là. Et donc
le Fritz et Pilmouk, eh bien, ça va être repris par d'autres, et puis travesti. Lui, il l'a écrit en vers, ça va être mis par Poitou de Brouchy, en l'occurrence, en prose, mais il lui attribue hein, la paternité du texte original. Et puis, on va regarder ce texte bientôt, là. Et puis, il est toujours employé à la préfecture d'Amiens. Et donc là, il a une carte de visite de rédacteur principal à la préfecture de la Somme. Et il y sera au moins en poste jusqu'en 1956. Il a 57 ans à ce moment-là. Euh, Est-ce qu'il travaille jusqu'à 60 ans? C'est pas impossible, je sais pas. Pas de traces plus détaillées que ça. Et puis pour l'anecdote, en 1963, on reviendra un petit peu en arrière, mais en 1963, il compose, enfin il compose, sur un air de tango, il dédicace texte et mélodie d'Edgar Droyer, un texte en français qui s'appelle Une fille qui chante et qui est dédicacé à Tino Rossi. Voilà, donc je dis, il a toujours assez constamment des relations avec des personnes de grande notoriété. Euh, on va regarder Fritz et Pilmouk, euh, qui est un des rares textes pour lequel je n'ai pas d'enregistrement. Vous allez vous dire quel type d'enregistrement il peut avoir. On va voir ça ensemble. Mais je vais vous lire la version d'Edgar Droyer et puis vous aurez euh, donc le. Ah, voilà, toujours à peu près le même sport, mais on finit par y arriver quand même. Voilà. Donc là, vous avez un petit peu en grisé la copie de ce qui est publié dans la revue Picardie. C'est dédié à René Normand avec Amitié. Et puis en bas, vous avez le procès de Mouc en prose que je ne vais pas vous lire, qui a été repris par Poitou de Brouchy, qui lui est de la région de Ham, hein. Brouchy, c'est juste à côté de Ham, dans le fin est du département de la Somme. Je vais vous lire le texte en fait. Eschfritz et Pilmouk. Tout béat et repu, un gros officier boche, faisouait, midi et soir, la sieste d'un Saint-Gardin. Anne Mouque, car s'en douait forte à certaines mouques du coche, à se poser sur ses nez avec un air mutin. Fouaisant forge, catouillis, caresse et mignardise, elle pécore à semblant adorer nous totons. Prenant peut-être salaire pour un tiote friandise, al cantoué est amoureuse canchon. Mais vient le Libération. Par des gens de la police, ai-je l'imprudence à les attraper un plein vol. Puis comme une vieille traîtresse et collaboratrice, on l'a mis aussitôt en prison, et sous un bol. Pour elle, à ce tribunal, on ouvre une audience. Cinq cas, les deux rechefs jugés sévèrement. Quoi qu'oserez à dire ici pour vos défenses, Mouk, os avez trahi, crie-je président. Messieurs, quoi qu'on a dit, je suis une bonne française, qu'a dit le mouc, comme un codréché sur un monde fien. Oui, suchné des jetetons, j'aime poser bien à l'aise, mais n'avez-vous pas vu que je suis un mouc à brin? Bon, on est dans le registre Picard que Edgar Droyer affectionne. Et c'est probablement ce qui lui vaut une grande part de sa notoriété. Euh, Donc on est à la Libération, hein, je vous ai dit, 44. On est sur le thème de la collaboration, de l'épuration, des procès. Voilà, ça, c'est des choses que la grande histoire connaît. Et puis ben, que le Picard, de temps en temps, met en vers et en Picard, comme ça. Donc ça n'est pas la seule occurrence de ces textes-là, mais ils ne sont pas si nombreux que ça non plus. C'était bien. Euh, et vous avez vu, bon, le Picard, je ne pense pas que au niveau vocabulaire, ce soit très compliqué à décrypter. Euh, le Picard est assez simple, il est même des fois même à deux rechefs. Peut-être pu trouver quelque chose d'un petit peu plus Picard en manière de penser, peu importe. C'est la langue de Droyer. C'est une langue qui est plus teintée d'Amiens que du Val-de-Nièvre, mais il n'y a pas une énorme différence. C'est pas Amiens-Saint-Leu, en tout cas. Hein. C'est pas des ans, voilà. Ça, c'est certain. Mais c'est l'amiénois, d'une manière générale. Et puis, ben, la chute, c'est la chute à Moucabrin. Bon, donc avec la notion qu'on connaît en Picard
Dolmugabra, voilà, donc, et qui est aussi une mouche à merde en tant que telle, donc elle se posait là où elle a trouvé sa nourriture, donc c'est sa défense, et puis la chute picarde, elle est efficace. Et quand on dit droyère, quand on parle des histoires de droyère, on pense tout de suite, et à juste titre, à des histoires grivoises, gauloises, picardes, aigrillardes, scatologiques. Euh, Ça n'est pas exclusivement ça, parce qu'il est aussi dans la farce, il est aussi dans la malice, il est aussi dans la ruse. Là, on a dans un de ces premiers textes dans lequel on reconnaît la patte d'Edgar Droyer. Euh, on est en 44. Et en 1952, donc, paraît le recueil des Histoires de la fleur. Alors, cette fois-ci, ça n'est plus, au niveau illustration, ça n'est plus Pierre Ringard qui illustre, c'est Jean Bléau. Jean Bléau, c'est aussi, ils sont pas quasiment contemporains, un tout petit peu plus jeune que Droyer. Il est né en 1910. Comme Manessier, comme Max Vasseur, ils sont. Alors Manessier est aussi né à Abbeville, enfin il est enterré à Saint-Ouen, vous voyez, donc Alfred Manessier. Ils ont tous les trois, Bléau, Manessier, Max Vasseur, sont des amis. Ils ont tous les trois fréquenté en même temps l'école des Beaux-Arts d'Amiens. Donc, je veux dire, c'est des gens qui font leur gamme, hein, qui font vraiment leur parcours classique. Et ils ont des traits, ils ont comment, une manière de dessiner qui est tout de suite identifiable, et en particulier chez Bléau. Et Bléau est un peintre, hein, je vais vous montrer après des choses qu'il a mises en couleur. Moi, je vous montre tout de suite d'ailleurs. Tiens. Hop, voilà. Là, vous avez la couverture mise en couleur par Jean Bléau. Voilà. Donc ça, c'est un exemplaire unique mis en aquarelle par rapport à cette édition. Cette édition, elle est assez luxueuse. Donc il y a plusieurs éditions. Il y a le recueil qu'on trouve encore, hein, on trouve encore assez facilement sur Internet. Moi, il y a une quarantaine d'années, elle était encore en vente chez Martel à Amiens. Euh, et puis, elle est aussi, il y a une édition un peu plus luxueuse. Alors, on a l'impression que c'est deux fois le même bouquin, mais pas du tout. Là, ce sont uniquement les illustrations de Bléau qui sont dans une pochette, et tout ça sous une reliure, un cartonnage. Donc on a tout ça dedans. Alors là, je les mets rapidement pour voilà. Donc c'est quelque chose de luxueux. Donc il y a plusieurs tirages. C'est pas un travail fait à la va-vite. Ce sont des gens, notamment Droyer, qui ont connu, si ce n'est fréquenté, Édouard David, hein, qui est mort en 30, en 32. Et donc, il a eu énormément d'influence, Édouard David, dans la qualité de l'édition. Ce sont des gens qui fréquentent des imprimeurs. Il y en a quasiment, je ne dis pas dans toutes les rues, mais au moins dans tous les quartiers d'Amiens à ce moment-là, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, qui fréquentent des artistes et qui font de la belle édition. C'est un peu après que ça s'est dégradé. C'est dans les années 60 peut-être, mais donc à ce moment-là, on fait de la belle édition, on fait des textes illustrés. Donc les nouvelles éditions Picard, eh bien, c'est la librairie Les Veillards, qui par ailleurs est également éditrice d'autres recueils, de Bourdon, tout ça, en Picard, de Louis Servas, si je ne me trompe pas. Et puis, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a des poésies, puisque ce des textes volontairement rimés, et toujours sous forme de quatrain. Généralement, c'est A, B, A, B, au niveau des rimes, des textes rimés, dans lesquels Lafleur, Thiaublaise, Sandrine, tous ou presque tous, selon les textes, sont présents. Et donc, ils perpétuent la tradition des personnages des marionnettes amiénoises. Euh, et ces textes-là font florès. Ils sont rapidement repris par des artistes de l'époque, notamment, je pense à Lepac qui a enregistré. Donc, le vrai nom de Lepac, c'est Capel, hein. Lepac, c'est Capel à l'envers. C'est un admirateur de Dranem, dont le vrai nom était Ménard. Bon, bref. Et donc, Lepac, la femme de Lepac a joué dans la pièce de 1938. Donc, il interprète euh, du Droyer sur scène. Un autre, c'est André Natier. André Natier qui a chanté, va également, qui a chanté les chansons Je l'araignée, etc., va également interpréter du Droyer. Et puis Georges Tourcol, qui est notre génération,
qui est décédé maintenant, mais qui était de Longo, va également, mais tous ces gens-là se connaissent au sein des associations ou des compagnies de théâtre en français et en picard. Les deux sont mélangés, font des après-midi récréatifs, et Courcol va aussi rendre. Et puis, comment Droyer, vous verrez, je vous ai mis une dédicace qu'il envoie à André Natier. Il est admiratif de ses interprètes. Lui-même, je n'ai pas trace qu'il soit monté sur scène pour dire ses textes. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas fait. Il l'a sûrement fait dans des banquets, dans des réunions de société, mais en public, j'en ai pas trace. Il est connu, Droyer, à ce moment-là. Fernand Pruvot, qui signe Schmarister et Drustoville, dont j'aurai l'occasion de vous parler, eh bien, mentionne Edgar Droyer comme faisant partie de la littérature picarde. Il cite un certain nombre de gens, Droyer en fait partie. Donc, les années 50 se passent, il y a cette notoriété qui est là, et en 1960, à l'initiative de l'Anthèse Musique, qui était une grosse maison musicale et d'édition musicale, de partitions, mais aussi de disques, très brièvement. Un 45 tours est enregistré avec, donc il s'appelle les chansons de la fleur, il est là. Donc ce 45 tours reprend la chanson de Barnum, que tout le monde connaît, c'est probablement en partie grâce à ça, reprend Si nous sommes à l'heure au voulu Machofu de Maurice Garret, et puis deux textes de Edgar Droyer, La fleur à belle indienne et Je tiens de Blaise. Et donc cet enregistrement est fait par un artiste qui est bien connu à Amiens à ce moment-là, c'est Louis Dulin, qui est membre de la compagnie des Amis de la Fleur, qui est aussi une compagnie de marionnettistes, hein, qui sont concurrents, si vous voulez, chez Cabotan d'Amiens. Mais voilà, ils vont en gros arrêter au début des années 60, quand Françoise Rose va reprendre avec Jacovet, va reprendre les compagnons chez Cabotan d'Amiens. Et donc, Louis Dula donc, dit les textes en picard d'Amiens. Et bon, vous allez les entendre, hein, les textes, c'est pour ça que j'ai des enregistrements. Il est dit véritablement dans le picard d'Amiens, qui n'est pas le picard de Saint-Leu. Donc, vous ferez attention, il y a des nous au lieu de nos. Hein, pour notre en français, voilà, il y a des sons comme ça, mais il n'y a pas des ans très, très nasalisés de Saint-Leu. Et donc, bon, là est annoncé dans un coin volume 1. Il n'y aura jamais de volume 2, hein, cherchez pas, il n'a pas été édité, il n'y a eu qu'un volume 1. Et donc, ben, on voit quand même que Droyer, il est apprécié, parce qu'il est mis à la même hauteur que Louis Servat, il est mis à la même hauteur que Maurice Garet, qui sont quand même des grosses célébrités, quoi. Donc, là, ce disque est très diffusé. Moi, je l'ai connu par Maurice Hoël, qui était responsable de la presse agricole il y a une quarantaine d'années. Je suis complètement découvert ça. Je ne savais pas du tout que ça pouvait exister. Alors on va en écouter un premier texte comme ça. Donc ça va être le Belle Indienne. Donc, je vais vous passer le texte. Alors la Belle Indienne, c'est pas une indienne, hein. C'est un magasin de tissus amiénois. Je vous le partage, dont j'ai retrouvé des images sur le site de la ville d'Amiens. Donc des images des années 30. Hein, ce ne sont pas des images d'après-guerre, c'est des images, des photographies qui ont été faites dans les années 30 avec la devanture. Et puis l'intérieur, et puis c'était assez amusant de voir tous ces coupons, et puis d'avoir aussi les vendeuses qui sont là, parce que ça a une certaine importance, les vendeuses, dans le texte. Et je vais vous diffuser l'enregistrement, mais je vais peut-être vous l'agrandir. Ouais, ça va aller comme ça. Ça sera plus visible comme ça. Euh, donc, Louis Dulin, qui enregistre en 1960, euh, c'est paru en juin 60, ce disque. La fleur à la belle indienne. La fleur vaut à la belle indienne, du mat du tissu. Dernière mignon, le vendeuse tout de suite à se met à prendre. Le sac des pièces et de chez Rayon. Donc, à nouveau point qui dit la fleur. Faudrait qu'il cause de budget. Les pointanges qui issus quelle couleur. Une vendeuse à te mâcher à se lever. Au bout d'un heure, elle déballage et devant nous la fleur dans un fauteuil. Et une pauvre fille, toi un âge.
et puis tout prête à tourner de l'œil. Tout d'un coup, je casse mis à brère. Je n'en peux plus, j'ai mot à ma cœur. Bon, qui dit la fleur, ben, je m'en fouer. Je le rouge, l'eau, il dit oh, à la rigueur. Combien qu'il vous en faudrait de mettre soupir le tchot d'un air sinoc? Euh, donnez mes 3 centimètres, c'est pour faire une carrette à ma coque. Voilà. Bon, je vous laisse le partage. Alors, je ne sais pas si vous avez bien fait attention, mais dans cette partie-là, devant nous, la fleur d'un fauteuil. Hein, il y a des petites variations d'interprétation, de la même manière que là, c'est écrit c'est pour fouer. Il dit bien chez pour fouer. Hein, et puis dans un fauteuil. C'est à ce niveau-là, il y a ça. Donc, il y a vraiment des sonorités bien amiénoises, bien dites. Bon, c'est quelqu'un qui a, je vous ai dit, hein, c'est un baryton. Il a l'habitude de la scène. Hein, ça, il y a pas de problème. Et puis, on entendra tout à l'heure le deuxième texte enregistré par Louis Dulin. Bon, c'était amusant, de les numériser pour aujourd'hui, comme ça donne un autre aperçu, parce que à compter du milieu des années 50, mais surtout du début des années 60, la notoriété d'Edgar Droyer, elle ne va jamais diminuer. C'est assez impressionnant de voir que, de manière absolument continue, il y a des textes de Droyer qui sont publiés dans le Courrier Picard. C'est repris en 1980 dans les pages estivales. Il y a les textes qui sont repris l'un après l'autre. C'est repris dans le bulletin de la MSA. C'est repris, enfin, pas un peu partout, il ne faut pas exagérer, mais c'est repris assez fréquemment. Et en la fin de l'année 1980, il y a un petit 45 tours, un autre 45 tours qui sort à Amiens. Non, ouais, non, on va faire les choses dans l'ordre. Avant le 45 tours, il y a le 33 tours. Il y a un 33 tours qui est publié à Amiens qui s'appelle Dérive en Picardie, qui est dû à Patrick Séché et à Pierre Enoch, qui sont là en photo derrière. Je vous verrai une photo mieux tout à l'heure. Et dedans, je me souviens, moi, j'ai acheté le 33 tours, on était à l'affût de tous ces trucs-là. Et dedans, il y a un texte qui parle de Sandrine, qui a un cabri. C'est un texte, et il est crédité à d'Edgar Droyer, voilà, fin 80, avec une mise en musique originale de Patrick Séché et Pierre Hinault. Euh, un an plus tard, quasiment mois pour mois, euh, il y a ce 45 tours qui apparaît dans les librairies amiénoises qui vendaient également des disques, qui s'appelle Histoire et de la fleur. Et qui est-ce qui enregistre les Histoires de la fleur? C'est le même titre, hein, c'est le même titre que le bouquin. Euh, eh bien, c'est Françoise Rose qui lit 6 histoires euh, en public. La couverture est due à Jacovet et on va écouter comment l'interprétation d'un des textes de Droyer par Françoise Auvet. Et à titre personnel, c'est comme ça que j'ai connu Droyer en 81. Avant, je ne connaissais pas. Et donc, quand j'ai entendu en particulier, alors il y a à nouveau celui qu'on vient d'entendre, La Belle Indienne, mais quand j'ai entendu Vendredi Saint de la Fleur, moi j'étais plié. Là, vraiment, c'est excellent, quoi. Voilà. Et c'est des histoires qu'on peut raconter, mais qui, mises en vers, sont pas mal. Et puis, dans la vallée de la Nièvre, là où est originaire Edgar Droyer, Jean Séguin, maintenant décédé, a monté une association qui s'appelle Saint-Ouen son passé, et eux aussi publié des textes d'Edgar Droyer. Voilà. Et donc, et ça n'a pas arrêté, dans Chlancheron, tout ça, on va voir ça au fur et à mesure. Alors, je vais refaire une petite lecture. Euh, voilà. On va, je vais vous lire un autre texte de Droyer qui s'appelle Le Photo. Et je choisis celui-là parce que j'ai aussi une mise en aquarelle par Bléau du dessin qu'il a créé pour le recueil. Donc je trouvais que d'une part, c'était joli, et puis j'ai trouvé que le dessin, le trait d'humour de Bléau, où il y a un photographe qui est en train de prendre en photo une affiche où il y a des gens qui ne bougent pas, hein, mais où on lui voit très nettement son postérieur et la fleur qui s'adresse à Tchoblaise. Ils ont tous les deux un chapeau tricorne, hein, chez Bléau.
et qui lui raconte bah, qu'il a fait ou qu'il va faire une blague. Je trouve que ce dessin, il a beaucoup à exprimer en lui-même. Et puis maintenant, je vous lis le texte et vous allez voir qu'il y a un petit décalage entre les deux qui n'est pas sans intérêt. Le photo. La fleur, farceux invétéré, il nettoie jamais si à snaise et quand il fait jouer, sans méchanceté, marcher sa vieux copain Thio Blaise. Il n'a compté de toutes les couleurs, des histoires à dormir debout. A vu un air si plein de candeur et que Thio Blaise ne se méfiait point du tout. Un fouet, il s'amine, mine de rien, puis il dit, j'ai reviens des photographes, j'ai fait faire des agrandissements, n'en veux-tu un? L'autre, sans faire gaffe, elle vlottit point qui se pète à brer, et puis qui demande, l'air fin ému, quels agrandissements que tu te fais faire? L'autre, il répond, le photo de Mathieu. Voilà. On est dans le cru, hein. Voilà, faut être, faut l'accepter. On n'est pas, tout le monde n'est pas obligé d'apprécier, mais c'est Droyère. Ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est que la fleur roule euh, toujours, très souvent, Tchoblez. Bon, il y a quand même un texte où c'est la vengeance de Tchoblez, mais il prend vraiment Tchoblez pour un naïf. Il lui sert de faire valoir. Ce ne sera pas le seul cas, hein, on va avoir d'autres. Donc là, on est dans un registre de la scatologie, si on veut. Et si on met le texte en rapport avec le dessin, bah, le dessin, c'est pas ça. Enfin, il y a une autre histoire qui est racontée dans le dessin. Et donc, le texte de Droyère, bon, il s'en fouait gaffe, hein, donc, je veux dire, le Picard n'est pas excessivement travaillé, hein, c'est pas, mais la rime avec photographe est peut-être pas facile à faire non plus. Voilà. Bon, ça, c'était pour vous donner donc cet double aperçu dans l'humour de Droyère, la manière d'amener la chute, la manière de se moquer, vraiment parfois même d'écraser Tchoblez, et puis le rapport du dessinateur qui vient donc illustrer le- les recueils des histoires de la fleur. Alors, ben, maintenant, on va peut-être pouvoir écouter Françoise Rose. Voilà, bis. La fleur et jour de vendredi sang, il dit à Blaise. Je posé ouais nous poyer un déjeuner fan à ce restaurant. Blaise dit Amen. Oh, ben au chez et mal. Qui dis-je patron, à les apportant de Merlan. Un nuit avec du pichon. Bon, je veux pas faire dormir mes clients. Sans hésiter, Endas Nachiette, mine des rien, la fleur prêche plus gros. Blaise fait jouer un drôle de trompette. Il m'a choué sans dire un seul mot. Couteau, tu Blaise. Tout l'air minable. Je pinche, dit Tio Blaise. Tes poings pelis. Qu'à cause serge premier à table, on ne prend un point plus gros. Mais je te le dis. Alors, qui t'es poli, Tio Blaise. T'es roué tout de suite, prêche plus de chaud. Nous voulons tous les deux bien à l'aise. Est-ce que tu te plains parce que tu l'eau? Alors, moi, je vous assure, je sais pas combien de fois que j'ai écouté ça, je trouve que c'est bien amené. Bon, c'était une bonne comédienne, Françoise Rose. Elle surpicardise le texte de Droyère, hein. Je vendredi saint, un déjeuner fan, donc là, elle le dit à la manière amiénoise, mais au et mal, pas au tombé mal. Tomber n'est pas une faute de Picard non plus, hein. Puis au lieu de aujourd'hui qui est écrit, il y a un nuit, donc vous réécouterez, vous pourrez comparer. C'est, il y a des nuances qui sont appréciables. Et puis, bah, cette double blague à la fin, euh, tu me dis qu'il fallait que je prenne le plus petit, bah, de quoi tu te plains, puisque tu l'as. Donc, voilà, donc le farceur farcé. Et donc, c'est bien construit là aussi, c'est efficace. En 5 strophes, on a fait le tour du problème. Et puis, bah, c'est une blague qui peut se raccorder sans grande difficulté. Euh, on va retrouver.
Françoise Rose, dans un autre, comment, donc je vais repartager, dans un autre texte qui s'appelle Je vers solitaire. Ah, il y en a 6 dans 45 tours. C'est pas introuvable non plus, ça, c'est bon, après, faut tomber dessus, quoi. Enfin, bleu comme ça, on le repère de loin quand même, hein. Là, faut quand même. Euh, allez, on va partager. Et puis, mettre Je vers solitaire. La fleur est reine d'une boucherie. 35 kilos de viande, s'il vous plaît. Le boucher, le mine tout réjoui, dit: j'ai un doute pour un banquier. Non, c'est pour mi, qui dit la fleur. Je boucher décroche un mi-temps de vac. La fleur le ravise d'un air rêveur. Faut fouiller un rue de morceau de barbac. Fait-il livrer à domicile? Qui dis-je boucher d'un air mignon? En est mille pognes qui fouille nos drills. D'abord, j'ai ne marque que du mouton. J'avoue maigri de 37 kilos. À cause que j'avoue, je vais être solitaire. Je voulais me rendre compte, grosso modo, de ce morceau de viande que je pouvais faire. Bon, là aussi, on n'est pas dans le registre scato, là, c'est dans la farce, hein. On attrape, c'est un peu comment, comme on avait avec le, la crête de coq à la belle indienne, hein. Donc, la fleur rentre dans un magasin et puis il fait enrager un commerçant. Vous avez remarqué ici qu'au lieu de dire je n'ai point la peine, elle fait Françoise Hollande dire en Émile Peine, hein. C'est vraiment, et c'est absolument pas, hein, le mi-Picard qui est la négation forte, quoi. Voilà. Euh, donc, on a, beaucoup de gens ont connu les histoires de la fleur grâce à ce 45 tours, 6 titres. Et puis, mais c'est à ce moment-là que chez Martel, les bouquins ont refait surface à ce moment-là. Euh, dans comment donc là, ben, je vais vous en lire un autre, moi, entre deux. Bon. Alors, un qui est dans comment la blague, euh, le ressort de la blague, il est presque plus français que Picard, hein, mais bon, voilà. Je vais vous le lire. Mich sur avocat. Le dessin qui est à côté, c'est celui de Bléau qui est en regard du texte dans l'édition originale. Une fois qu'ils étaient à Paris, Blaise et Lafleur raccrochent à une grue, puis l'amènent pour passer la nuit, donc à l'hôtel des Ch'pieds qui remuent. Comme Schplemer n'est au point grand, tout troué, s'arrache pour être à l'aise. Elle poulette à semer d'un schmitan, un tordant sein dos à Tchoblaise. Il se fouette un tchobrin de Cosette. Quel métier que tu fouais, grand dada? Tu parles fin bien, ton poil l'air bête. Mi, dit la fleur, je suis avocat. Vers l'autre derrière, elle tourne ses tête. Piti, quoi que tu fouais, Mathieu Fiu, ratatiné comme un ablette. Mais qui dit Tchoblaise, ben, je suis avocat. Voilà. Bon, donc vous compléterez les trois petits points. Euh, la rime, elle est enfin la rime, c'est pas la rime, mais l'assonance, elle est française, hein, avocat, voilà. Bon, donc c'est comment ça fait aussi partie des thèmes de la poésie en français de Droyer quand il évoque la vie parisienne, hein. Ça fait aussi partie de son univers de jeune adulte, hein. C'est cette ambiance-là. On lirait les textes en français en bibliothèque. Donc, comment, bah, je vous avais dit qu'on réécouterait Charles Delin, pas Charles, Louis Dulin, Louis Dulin. Donc là, une autre, un autre texte qui s'appelle Eustien de Thioblaise, c'est le deuxième qu'a enregistré Louis Dulin, que je vous partage. Enregistrement de 1960, toujours.
Tiens, chou Blaise. Blaise, il dit, un cousin d'Afrique m'a envoyé un drôle de tien. Il a un tchèche est magnifique, du poids tout zone, mais n'en boit point. Et à ce qu'il est, je bétaille l'eau. Je ne sais ni, tout ce que je sais, la fleur, c'est qu'il a matché plus du sco. Il a un tchèche en avoir peur. T'as un tien, soyez bien curieux d'Elvire. Ah, il ne m'est pas point ordinaire. Méfitez, tout blaise. Tu pourrais rire. L'eau peut-être est la hache, ça n'en avoir l'air. Et qui dit blaise, Yann les tables, tu le vois haut. Il est d'âge gardant. Il marche, il fait, il grimpe à l'arbre. Et puis, tiens, il tourne comme un molin. C'est v'lou parti. Devant tout, la fleur, un derrière, fouet un bon. Ma pauvre Ronnie, et deviens-tu fou? T'as un chien, tu blaise. C'est un lion. Bon, donc là aussi, au niveau vocabulaire, c'est assez simple. À la fin, il dit c'est un lion. Il dit pas c'est un lion, hein. Donc c'est vraiment le mot bien Picard qui dit. J'aime beaucoup son interprétation à Dulin ici. Il y a vraiment des intonations de dialogue qui sont intéressantes. Et puis, bah, le thème, là, on n'est pas non plus dans la scatologie. Et alors là, cette fois-ci, c'est pas Lafleur qui a roulé Tchoblez, il s'est fait rouler par son cousin d'Afrique, hein. Donc voilà, donc Tchoblez, par définition, c'est le naïf, hein. Euh, c'est le ballot de l'histoire. Alors voilà, on a donc quelques enregistrements comme ça, c'est intéressant. Je vous ai parlé de Patrick Séché, donc on va écouter aussi Patrick Séché. Je vous donne quand même un peu entre guillemets, la fin de l'histoire. Edgar Droyer est décédé le 31 décembre 1968 à l'hôpital Philippe Pinel à Dury, hein, donc l'hôpital psychiatrique. Je pense que vraiment sa fin de vie n'a pas dû être très reluisante parce il a fini ses jours là-bas avec tout son passé décrit par les médecins militaires. Il est enterré à Amiens, à Saint-Acheul, un quartier dans lequel il a vécu aussi avec ses parents. Il est enterré avec ses parents. Et sur sa tombe, il y a pas sa photo en médaillon, mais il y a la photo de ses trois chiens, ses trois caniches qu'il avait. Voilà. Donc une ambiance assez confinée comme ça. Euh, Avant d'écouter Patrick Séché, je vais vous parler d'une chanson qui est connue à Alencourt. Alencourt, c'est un bourg, un ancien chef-lieu de canton du Vimeu-Vert, au sud d'Amiens, d'Abbeville, au sud d'Abbeville. Et donc, il y a la chanson qui est connue là-bas qui s'appelle À main pouilly. Et cette chanson, je l'ai entendue chanter par des Alencourtois dans des fêtes, dans des défilés, des corsos, tout ça. Je veux dire, il y a 25-30 ans, ça se chantait encore régulièrement. Je pense qu'il y a encore des Alencourtois qui la connaissent. Et donc, un habitant d'Alencourt, Monsieur Itier, s'était, entre guillemets, approprié cette chanson-là. Et puis, il y a eu un interprète, qui s'appelait Monsieur Gilbert, et puis un autre, Roger Michaud, dit Kerpu, qui chantait. Il avait même ajouté trois couplets pour la rendre encore plus alencourtois. Mais à la publication dans le Courrier Picard du texte, je peux vous montrer l'article de presse, j'avais gardé ça il y a vraiment longtemps. Voilà, là, donc on a l'interprète, là, Schkerpu, il est là. Euh, Jamais rien, mais c'est comme ça. Je comprends. Hop, 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 voilà, à ce niveau-là, voilà, c'est l'interprète, donc à main Pouilly. Et en fait, cette chanson-là, elle est de Droyer. Et quand on lit les premières, vraiment le tout début du texte, hein, Mzami Herbeyemé bien, Echsuné natif d'Alencourt. Ah non, les vraies paroles, c'est Mzami Herbeyemé bien, Echsuné natif et de Saint-Ouen. Voilà, la rime, elle se fait là. Et donc, il y a une appropriation qui s'est faite comme ça. Ah, ma poueyi, Mzami. On ne s'affouait point chez certains, au prince tant comme il vient. Ah, ma poueyi.
Amapueyi. Je le sais, ce truc. Et donc, il y a un lecteur du Courrier Picard qui a démenti que la chanson n'était pas de Monsieur Itier, mais qu'elle était bien d'Edgar Droyer, qui n'était pas donc connu à Alencourt. Mais bon, Alencourt, Saint-Ouen, c'est des pays aussi de tissage, hein. Voilà, donc il y a certainement des rapports à ce niveau-là. Ça, c'est pour vous parler de la chanson chez Droyer. Et puis maintenant, on va écouter Patrick Séché, donc là, dans une interprétation personnelle de Patrick Séché et Enoch, d'un texte de Edgar Droyer. Le texte s'appelle Cabrit Sandrine. La chanson que nos deux comparses amiénois, ils sont amiénois tous les deux. Patrick Séché travaillait à l'Office culturel d'Amiens à ce moment-là. Euh, donc ils l'ont créé sous le titre Sandrine. Mais là, je vous ai mis le texte de Droyer. Et puis on va écouter la chanson sur une mélodie euh, qui est douce et puis un final avec de l'harmonica et du contre-champ. C'est assez original comme, comme interprétation. Vous avez Patrick Séché qui est là en bas et donc son comparse Enoch au violon. Et Patrick Séché lui jouait de la guitare. Alors, il faut que je trouve l'enregistrement, mais je vais le trouver, il est là. Sandrine Ovoué, Tadjou Cobry, et v'là qui meurt un vieux matin. Sandrine, ça vaut donc un schmarché, n'a un côté un de vive main. V'là qui tombe mollo de Saint-Tour, et je n'ai point de cause, cause dit grand-mère. Oh, vu mes cobris, puis un jour, elle faut venir, et je vétérinaire. Oh, vu mes cobris, puis un jour, elle faut venir, et je vétérinaire. Cobri, grand-mère, et l'eau fouée, qui dit gros mot, je vétérinaire. Et la nuit surtout, ferait que fait, je suis bien colti, mais que ma foire. Je ne peux m'y foire du fût exprès pour un cobri, je ne suis point riche. Elle réfléchit, si je le mettrais coaché à vumi dans un niche. Elle réfléchit, si je le mettrais coaché à vumi dans un niche. Qui dit je tombe, j'ai une idée, mais je vous préviens, à ça mauvais. Moi dit Sandrine, ça se démontait. Au bout de quelques temps, sois habitué. Vous l'avez eu en intégralité, comme ça. Je n'ai pas fait de coupure radiophonique. Voilà. Bon, donc c'est le thème. Je pense que Sœur va aborder le thème un petit peu comme ça aussi. Enfin, c'est bien traité par Droyer, avec ben, là aussi, ça se finit sous forme de blague. Donc on est dans une poésie de forme, mais plutôt dans un conte, hein, au niveau de la matière, un conte au sens Picard. Donc là aussi, à la fois un peu égrillard. Voilà, et ambigu. Euh, donc, bah, on pourrait croire que
les textes de Droyer, bon, on en a fait le tour. Eh bien, pas du tout. Ça continue, ça continue. On a encore au moins un autre enregistrement pour ces textes en picard, parce qu'il y a un texte en français qui a été enregistré aussi par un muséon. Donc il y a maintenant une vingtaine d'années, quand même, déjà 2005, ça fait 20 ans, il y a un CD qui est sorti qui s'appelle Jbal Picard, qui est un CD de musique, de chansons et de pas de danse qui ont été recomposés par Amuséron. Amuséron, donc cette équipe qui fait la fête du Piposac, du Pipasso, c'est ce week-end dans la région de Flixecourt en particulier à Flixecourt pour le samedi, puis avec des concerts. Et ils vont aussi sortir des chansons picardes retrouvées à Mons-Boubert par France de Vim, là. Donc ils vont donner ce programme-là ce samedi dimanche. Mais donc, ça c'était la page d'actualité. Mais donc dans ce CD, eh bien, on retrouve, donc c'est vers la fin, c'est le 13e titre sur 15 qui s'appelle Alphette de Saint-Ouen. Et Alphette de Saint-Ouen, eh bien, c'est une chanson, paroles et musique, écrite vers 1924 par Edgar Droyer, que Amuséon s'est amusé sans jeu de mots, c'est un peu facile, mais voilà, c'est attelé à mettre en musique, à mettre en forme. Alors, je vais vous diffuser cet enregistrement. Je leur en ai parlé. C'est Ghislaine Desmaris qui chante. J'ai vu Ghislaine et puis son mari la semaine dernière. Et donc, je leur ai dit que je diffuserai. Parce que je trouve que le travail est bien fait, musicalement c'est bien fait, puis c'est sur un air de valse. Donc c'est un texte, je vous reparlerai un petit peu après des textes de l'inspiration d'Edgar Droyer. C'est un texte où il parle de Saint-Ouen, il parle de la musique, il y a une tradition de clics, de musique municipale, en tout cas dans la vallée de la Nièvre, Saint-Ouen en particulier, avec des joutes et puis des transmissions de bannières. Et donc, Ghislaine Desmaris, là, elle va chanter 6 couplets sur l'ensemble qui en compte à peu près le double. Alors, je vous partage le texte. Donc, j'ai surligné en orange les textes qui sont chantés, hein, comme ça vous pouvez passer, avec le refrain. Et ils ont fait un bon travail de mise en profondeur du texte à la manière d'une fête de village. Vous entendrez parler de Jbal Mitouer, donc c'est vraiment un bal qui existait, c'est la maison Mitouer, hein, à Saint-Ouen. Donc là, dans ce texte-là, euh, Edgar Droyer habite encore ou fréquente encore la vallée de la Nièvre à ce moment-là, et donc on est donc en plein dans le pays de son enfance. 15 jours à l'avance, au fouet nettoyage, aux envois chez castrolage, rétamage, je peinture, elle mère à la prête, des vieux rideaux neufs pour toutes ces farmettes. Tournez chez Bide de Beau, chez une fête Saint-Ouen. Tournez chez Bide de Beau, chez une fête Saint-Ouen. Une journée square ton poing à la foire, yo des jus de casse-gueule, pis des balançoires, yo des cabotins, des tirs, les bibliques, yo des marchands de sucre, pis des marchands de frites. Tournez chez Bide de Beau, chez fête Saint-Ouen. Tournez chez Bide de Beau, chez fête Saint-Ouen. Yo un cinéma, et puis un théâtre, un cirque de convoi, des vrais acrobates, des savants, puis des hommes serpents, du gus qui fait rire chez Tcho, puis chez Grand. Tournez chez Bide de Beau, chez fête Saint-Ouen. Tournez chez Bide de Beau, chez fête Saint-Ouen. Je tire Mathieu Globe, amateur et tout, il dit attention, et je m'en vais voir Mouk. Pendant chaud minute, il mille 5 cartons, et puis comme un chic, il tire si je pas trop. Tournez chez Bide de Beau.
le jour, v'là qu'arrive le soir. Allons faire un shot dans sa cheval mitoué. Au comme des bœufs, le dit le spitsuit, le dit les nerveux comme une femme tuite. Tonne chez Bide de beau, chez le fête de Saint-Ouen. Tonne chez Bide de beau, chez le fête de Saint-Ouen. Mais tout a une fin, arrive mardi, elle tarte à les manger, elle fête à les finite. Si cause point mort, à l'année qui vient, elle pire chez qu'il faut travailler demain. Allez! Voilà, c'est bien enlevé. Normalement, ça doit vous rester dans la tête toute la soirée, là, maintenant. Alors, le GLUD ilospituite, c'est des aigreurs, c'est des remontées acides, de l'ésophagite, c'est comme vous voulez, généralement dû à l'excès de boisson, hein. Après, il y a un mot qui est amusant, c'est tirlibibite, parce que on dit des tirlibibi pour dire des loteries, hein, mais là, pour rimer avec frites, c'est tirlibibite. Il y a quelques mots comme ça, mais enfin, on est globalement toujours dans le même type de langue. Où donc on est dans une langue du quotidien. Il y a un travail qui est plus axé sur le rythme et la rime que sur l'enrichissement en vocabulaire picard. Et donc, bah voilà, c'est encore une interprétation donc de, d'Edgar Droyer, encore un enregistrement entre 1960 le premier enregistrement et 2005. Il y a quand même 45 ans qui se sont passés, presque 50 ans, plus de 50 ans après l'apparition de son bouquin des histoires. Ouais, ça a quand même une notoriété qui dépasse, hein, je vous rappelle, il est décédé en 1968, donc une notoriété qui dépasse amplement sa propre vie avec nous. Et donc des enregistrements variés, des interprétations de ses textes, des réinterprétations de sa musique, comme on vient d'entendre, des créations par Patrick Séché. Je trouve que ça en fait quand même quelque chose d'assez complet, enfin complet, assez varié, assez intéressant. Alors je vais vous passer, donc avant de conclure, un résumé de la biographie d'Edgar Droyer, de manière à ce que vous voyez un peu plus en détail. Alors là, bon, là, donc ça, je vous ai passé ça. Hop, 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 ça va trop vite. Pouf. Donc là, c'est le disque 45 tours. Vous avez vu, là, vous aurez aussi la dédicace. Alors, c'est une dédicace au niveau de l'écriture, c'est une dédicace vraiment, on reconnaît bien Edgar Droyer, alors qu'il a une autre signature qui est, généralement, c'est celle-ci qu'on trouve avec donc un E qui descend comme ça, qui est quasiment la même signature que celle de Wasson, celui avec qui il avait fait du théâtre. Là, vous avez les pochettes du 33 tours de Séché, le 45 de Théâtre d'animation Picard, Françoise Rose et Jacovet, le dessin de Jacovet. Ici, celui du bal d'un muséon. La tombe de Droyer, donc avec Tilloy, c'est le nom de sa maman. Et puis là, bah donc, avant de regarder les textes, donc là, je vous ai mis deux images de reproduction de tableaux, parce qu'on porte souvent assez peu d'attaches proportionnellement aux illustrateurs par rapport aux auteurs, alors que c'est quand même un gros travail. Alors j'aime bien dire que je ne sais pas dessiner, donc c'est pour ça que j'apprécie beaucoup le travail. Et vous voyez que des gens comme Pierre Ringard à gauche, ou Jean Bléau à droite. À droite, on reconnaît Giscard d'Estaing, hein, et à gauche, donc là, c'est le tableau s'intitule La Maraude. On a un maraudeur qui vient de prendre une oie blanche et puis qui est prêt à assommer éventuellement un propriétaire qui lui courrait après. Jean Bléau, il est à la fois dans une belle aquarelle, en même temps c'est une caricature. Vous voyez, c'est des gens qui ont qui ont du savoir-faire. Il y a d'autres tableaux, j'en ai vu d'autres sur Internet. Ces deux-là me convenaient bien pour la mise en page et puis pour montrer un peu leur talent varié. Alors, je vous ai répertorié dans les almanachs, les textes, là c'est sur la gauche de l'écran, les textes épars publiés d'Edgar Droyer dans les almanachs, avec en gras, et vous voyez qu'il y en a quand même assez peu, c'est en 1926, ceux qui sont en Picard, à Saint-Ouen, Canchon des ouvriers Picard, avec une partition, ça n'est pas du tout celle qu'on vient d'entendre, c'en est une autre qui a un titre assez similaire, mais qui est avec une autre ligne musicale.
et puis un sonnet en picard. Et puis donc Fritz et puis le MOOC en 1944 que je vous ai lu tout à l'heure. Et à Mainpoilly, à Saint-Ouen, donc la chanson publiée en 1972 dans le Courrier Picard. Et puis Alphette de Saint-Ouen, et puis ça a été republié par la suite d'ailleurs. Et puis Alphette de Saint-Ouen, donc qu'on vient d'entendre là, donc a été publié en 2001, retrouvé à Saint-Ouen, retrouvé par un muséon donc avec les archives dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on avait publié donc dans Schlanchon tel que vous l'avez vu. Donc vous voyez, avant guerre, il y a trois, quatre textes, encore deux ou trois textes, hein, c'est tout au plus. Euh, les publications en français qui vont donc de 1925 à 1942 et après-guerre, les histoires de la fleur en 1952, 10 ans plus tard. Donc, qui sont écrites manifestement dans la fin des années 40, début des années 50. Et donc, je vous ai mis ici sur la droite la table des histoires de la fleur, hein, la table dans l'ordre où il se présente dans le bouquin, avec, bah, quand c'est marqué TAP, c'est Théâtre d'animation Picard, dit par Françoise Rose, et puis Patrick Séché pour son disque, et puis Louis Dulin pour les deux enregistrements qui sont là contigus, donc je vous ai mis pour que vous puissiez vous repérer. Et puis donc l'ensemble de ces textes, bah, ça fait une carrière qui depuis près de 70 ans, oui, 70 ans, ils y sont, de textes picards qui sont repris, détournés, réinterprétés, mais qui font que la notoriété de Droyer, eh bien, elle perdure, puis qu'elle perdurera encore un bon moment, parce que je me souviens que, par exemple, Frédéric Domon disait spontanément, sans trop se soucier du texte original, les histoires de la fleur d'après Droyer. Voilà, Frédéric Domon était le petit-fils de Maurice. Qui donc avait créé dans les années 30 la compagnie de Tchékabotan d'Amiens. Vous voyez qu'on a là un personnage, je pense, assez méconnu pour la plupart d'entre vous, j'imagine. Enfin, c'est pas grave, on est là pour apprendre. Et donc, dans lequel il y a une matière à puiser, et puis un personnage que j'espère vous avoir apporté des éléments pour que vous puissiez un peu, voire beaucoup mieux le connaître puis peut-être vous inciter à aller lire certains de ces textes en français, dans un registre, je le redis, de mélancolie, alors que ces textes picards sont dans un registre égrillard, humoristique systématiquement, scatologique parfois, farceur souvent. Voilà. C'est le paysage que nous a laissé Edgar Droyer, son paysage amiénois et picard. Voilà.